Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va parler des banques aujourd'hui, on va parler de Goldman Sachs, JP Morgan. Alors comme vous le savez, ou si vous suivez un petit peu l'actualité, Goldman Sachs hier a baissé de 7%. Et alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, dans une vidéo, je vous avais dit que le fait que les taux d'intérêt augmentent, c'est positif pour les banques. Pourquoi c'est positif pour les banques? Parce que tout simplement, elles vont pouvoir répercuter la hausse des taux d'intérêt à leurs clients. Ça va leur permettre également de générer plus d'argent dans notamment les activités de crédit, etc. Mais il faut pas oublier que les banques ne font plus que ça. Il y a également, ne font pas que ça plutôt. Il y a également l'activité de trading, on va y revenir. Il y a l'activité d'asset management et cette activité, elle leur génère énormément d'argent avec des frais de gestion qui sont extrêmement élevés. J'avais fait, je pense, une vidéo sur le sujet où je vous montrais que Goldman Sachs facturait 1,5-2% de frais de gestion alors que les performances étaient moins bonnes que le S&P 500. Et ce qui est marrant, parce que Goldman Sachs est l'une des meilleures banques au monde, normalement, les gérants de portefeuille, tu les payes très cher, tu devrais avoir une performance supérieure à celle du marché, tu te retrouves avec une performance moins bonne et en payant plus cher. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un marketing de fou. Les gens, moi je me souviens, il y a longtemps, j'avais été dans les locaux de JP Morgan, à Londres, à la City, mais également à Paris, je pense JP Morgan, c'est Place Vendôme, je sais pas si c'est toujours là-bas. Super locaux, magnifiques, etc. Il faut bien payer ça, et les frais de gestion permettent justement de financer ces frais et de financer également les salaires. Et justement, la grosse question, c'est pourquoi Goldman Sachs s'est effondré en bourse hier? Pourquoi Goldman Sachs a perdu 7%? La raison, elle est très simple. Donc ici, vous voyez, on a des résultats qui sont inférieurs aux attentes des analystes. Alors, le chiffre d'affaires est toujours bon, mais la banque a été moins profitable. Et en fait, la raison, elle est là. C'est que vous avez les dépenses des banques, notamment Goldman Sachs, JP Morgan, etc., qui ont augmenté, notamment les charges salariales. Il faut savoir une chose, c'est que quand il y a eu la pandémie, on a eu des niveaux records au niveau de la bourse, au niveau même des activités de conseil, fusion, acquisition, etc. En fait, tout a explosé. Et c'est assez incroyable parce que justement, on s'est retrouvé dans une situation inédite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les banques ont beaucoup gagné et comme il y a ces banquiers, ils ont des bonus, ils ont également une part des bénéfices, ils ont vu leur rémunération exploser. Comme on est en plus dans une situation où vous avez également tout ce qui est les startups, l'internet, la Silicon Valley qui explose. Donc ces banques, pour retenir les meilleurs talents, elles doivent surenchérir, elles doivent également les payer beaucoup plus. Donc ça explique pourquoi les Goldman Sachs, les JP Morgan aujourd'hui, ils sont pas en compétition entre eux, ils sont en compétition avec la Silicon Valley où là les salaires sont également démentiels. Donc on se retrouve dans une situation où ils sont obligés de payer cher pour avoir les meilleurs talents, mais ça se répercute également sur leurs bénéfices et ça se répercute également sur l'inflation. Donc ici, the bank cited significantly higher pay and benefits for employees. Donc effectivement des salaires bien plus élevés, des avantages bien plus élevés pour leurs salariés, mais également des dépenses dans la technologie et des dépenses pour tout ce qui est régulation, tout ce qui est litige et compagnie, etc., etc., etc. C'est ce que j'avais à dire sur ça. Maintenant, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que les banques peuvent survivre dans une ère où les nouvelles technologies explosent, où les fintech explosent? Et c'est là où on a notre ami Jamie Dimon. C'est le PDG de JP Morgan. C'est quelqu'un qui effectivement est très très connu, très réputé, très respecté. JP Morgan, c'est également la banque américaine qui est une vache à lait. Mais aujourd'hui, ils sont un petit peu en situation de faiblesse. Et ils disent il y a pour eux des fintech qui ont un avantage qui est injuste, unfair advantage, d'accord? Et donc Jamie Dimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous on veut qu'il y ait une régulation qui nous permette effectivement d'être sur un pied d'égalité avec les fintech et que les fintech disposent finalement de conditions
qui nous sont défavorables. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une fintech, c'est tout ce qui est, voilà, les Revolut, c'est les nouvelles banques. Les banques en ligne, les banques où il y a plus de locaux, où voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus digital. Et Jamie Dimon, il a écrit une lettre de 66 pages. Alors c'est pas lui, hein, mais c'est une lettre de 66 pages dans laquelle il dit les banques coûtent beaucoup plus cher ou l'activité bancaire coûte beaucoup plus cher que l'activité des fintech. Et donc il y a l'assurance, il y a les exigences de capitaux, il y a également des exigences de liquidité, etc., etc., ce qui représente pour les banques des dizaines de milliards de dollars de coûts, et c'est ça ce qu'on a dû supporter durant les 10 dernières années. Et donc pour lui, il dit que c'est un avantage, c'est un avantage qui est donné aux fintech qui n'est pas juste. Et donc, comme les banques sont quand même puissantes, qu'elles ont des gros lobbies, aujourd'hui, elles sont en train de taper sur les fintech. Pourquoi? Parce que elles savent très bien que le jeu est en train de leur échapper. Et encore une fois, on le voit, hein, il y a plein de fintech aujourd'hui qui émergent, que ce soit dans la gestion, les courtiers en ligne, les cryptos, et tout ça, ça peut aller très très vite. Encore une fois, juste, j'ai envie de vous rappeler que dans les années 2000, Nokia était numéro 1 mondial. D'accord? Aujourd'hui, Nokia, ça n'existe plus dans la téléphonie mobile. Apple a bouffé Nokia. Donc, ça, c'était les années 2000. Aujourd'hui, en 1 an, 2 ans, 3 ans, si t'es pas capable de t'adapter, t'es mort. Donc, on est dans une situation où l'innovation est bien plus rapide qu'auparavant. Ça n'a jamais été, et ce n'est pas fini. Ça va aller encore plus vite. Regardez en 2021 comme les choses ont été rapides. C'était juste incroyable 2021. Et il y a eu les NFT, et Metaverse, et en fait, il y avait plein de choses. Et donc, on est dans un monde qui évolue à la vitesse grand V. Une nouveauté chasse une autre. Et donc, les banques savent que aujourd'hui, elles sont toutes puissantes, mais peut-être que dans 5 ans, Goldman Sachs, JP Morgan, ce sera mort, ce sera complètement ringardisé. Et c'est ce dont ils ont peur aujourd'hui. Donc, je continue. Donc, le Bank Policy Institute, donc l'institut de la politique des banques, etc., qui représente aujourd'hui 40 des plus grosses banques et d'autres, effectivement, lobbyistes, ils essaient aujourd'hui de convaincre les institutions, le gouvernement et compagnie, que aujourd'hui, les banques, elles ont effectivement des obligations que n'ont pas les fintech, et il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Les banques s'attendent à une régulation de plus en plus importante dans les prochains mois, notamment de la part de l'administration Biden, mais elles veulent et elles souhaitent que les fintech soient soumises à la même régulation. Et on a Michael Hsu, qui est le Comptroller of the Currency, c'est un institut de régulation très important aux États-Unis, notamment de la finance, qui a émis concern, des inquiétudes sur le fait que les fintech aujourd'hui, elles ont 3 dimensions. Elles ont les dépôts, elles ont les prêts et elles ont les paiements. Mais elles ne sont pas régulées par les banques. Et donc pour lui, ces fintech devraient être régulés comme n'importe quelle autre banque. Le dernier point, et ça c'est important, c'est les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est effectivement des monnaies digitales qui permettent d'acheter des cryptos, etc., qui permettent également de dégager des intérêts, staking et compagnie. Et là, en fait, les banques, elles veulent leur part du gâteau. Et rappelez-vous, je vous avais dit, s'il y a du business, elles vont être là, les banques. Et elles sont là. Et elles veulent leur part du gâteau. Elles veulent que ce soit régulé. Elles veulent également que les banques puissent effectivement faire ce qu'il faut. Et elles veulent que toutes les institutions qui sont dans tout ce qui est crypto, etc., soient régulées. Donc cet article est très, très intéressant. Donc on voit que la situation, et là ce que je vais faire, c'est que je vais partager. Donc Goldman Sachs, on voit que c'est quand même assez mauvais, d'accord, et que ça casse un peu, d'accord, ça casse la moyenne mobile quand même en weekly, 50 périodes, donc ça c'est pas top. Vous voyez également l'indicateur qui est pas
le RSI qui diverge bien comme il faut, mais surtout qui casse la zone de neutralité. Donc ça commence à être un signal assez négatif pour Goldman Sachs. JP Morgan, on est dans une configuration quasi similaire, même si Goldman Sachs, la configuration est encore plus belle, mais on voit bien une très belle divergence baissière. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un gros signe d'essoufflement du marché par là. Et donc, on est dans une situation où voilà, ça commence à sentir de moins en moins bon pour les banques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'indice des valeurs bancaires. Il tient plutôt bien, d'accord, pour le moment. Il n'est pas aussi vendeur que JP Morgan, que Goldman Sachs. Vous voyez, l'indice des valeurs bancaires, ça s'explique probablement par des valeurs comme Wells Fargo. Vous voyez, Wells Fargo, ça a bien tenu. On a quoi d'autre? Bank of America, ça tient bien également, mais ça commence à corriger. On a également American Express. C'est pas, voilà, ça commence à. Donc vous voyez bien que Goldman Sachs, JP Morgan commencent à corriger. On a Wells Fargo, Bank of America, AXP qui sont pas encore en mode correction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, danger, mais c'est encore trop tôt pour parler d'un retournement. D'accord? Mais on a quelques banques qui commencent effectivement à corriger. Et encore une fois, c'est très intéressant parce que on parlait beaucoup des banques qui allaient justement prendre le relais et se substituer, je dirais, comment dirais-je, oui, remplacer les valeurs technologiques. Ça, on disait, c'est elles qui vont profiter d'une hausse des taux d'intérêt, c'est elles qui vont profiter d'une reprise de l'économie, c'est elles, et finalement, c'est pas le cas. Donc, ça, encore une fois, c'est le bullshit des journaux, mais moi aussi, je peux dire du bullshit, et c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis ou ce que dit n'importe quel journal. Le but, encore une fois, c'est d'avoir votre propre opinion. Moi-même, mon opinion aujourd'hui, je peux avoir un point de vue et il va évoluer demain et tant mieux, d'accord? Je veux surtout pas faire partie des gens qui sont bornés et qui ont un avis aujourd'hui et qui vont le garder pendant 10 ans. Sauf si, bien évidemment, c'est un avis qui est solide, qui est costaud, auquel cas, je vais pas le changer. Mais sur les marchés financiers, clairement, il faut pas rester figé. Ou alors, voilà, tu as une méthode plus en matière d'investissement. Et dans ce cas, tu ne regardes pas le marché au jour le jour. Surtout pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est beaucoup de valeur. Si c'est le cas, lâchez-moi un énorme pouce bleu. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.